Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast Bleu, Blanc, Noir du 30 novembre 2020. Jeff Morancy qui est là avec vous pour livrer encore une fois ce podcast. Et je suis content de vous retrouver. Ça fait longtemps que je n'ai pas participé à BBN. C'est Hardaway Liams qui est là avec nous, que je prends le temps de saluer. Donc, rejoignez-nous, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou encore sur Twitter, Periscope. Ça va me faire un grand plaisir de vous avoir avec nous. On va se parler bien sûr ce soir de cette finale dans l'Est du côté de la MLS, alors qu'on connaît les deux équipes qui s'affronteront. On va regarder ça un petit peu plus tard. Mais avant de partir, l'Impact de Montréal qui signe donc Zoran Bassong, latéral gauche de 21 ans, international canadien, qui arrive du Cercle Bruges en première division belge. Donc, un peu de support pour l'Impact de Montréal qui en aura grandement besoin en renfort en vue de la Ligue des champions, bien sûr, de la CONCACAF qui s'en vient. Mon bon ami Amine avait sur sa liste de joueurs qui pourraient intéresser l'Impact Zoran Bassong et il a d'autres joueurs également qu'il a identifiés sur sa liste de joueurs qui pourraient donc intéresser l'Impact de Montréal. Je le rejoins donc au téléphone à l'instant. Bonne soirée, Amine, ça va bien? Ça va bien, Jeff, et toi? Ça va super bien. On s'ennuie, par exemple, de nos voyages pour aller voir l'Impact à l'étranger, mais ouais. Pandémie oblige. On avait fait un beau voyage du côté de New York. Ouais. Effectivement, ça remonte à loin. On dirait que ça fait des lunes là, qu'on a fait ce voyage-là. Des fois, j'y pense là, des voyages en autocar. Là, ça sent son charme, comme on dit. Là. Exactement. Amine, ce soir, je voulais te parler. Il y a des dates importantes qui s'en viennent pour l'Impact de Montréal. Il y a les agents libres, il y a la Ligue des champions, il y a le mercato. Il y a plusieurs rumeurs également. Entre autres, là, un joueur du Ghana qui pourrait joindre avec l'Impact. J'ai vu passer tantôt sur Twitter que tu avais mentionné qu'il y avait 41 semaines d'attente quand même pour un visa de travail, ce qui est pas rien. Oui, tout à fait. Puis ça a l'air que c'est pas le seul pays. Vancouver était intéressé apparemment à un joueur marocain, mais le directeur général de Vancouver Whitecaps il a mentionné que ça prenait 39 semaines pour avoir un permis de travail, puis ça les a comme refroidis. Fait que c'est de là que j'ai comme spoté une conversation que quelqu'un mentionnait dans certains pays en Afrique, notamment au Ghana, d'autres pays africains, les délais étaient encore plus élevés. Ça m'a comme tout de suite fait le lien avec la rumeur de Kwadwo à Samoa, parce que c'est certain que au Canada, il n'y a pas de fast track, comme on dit. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Les règles d'immigration, ça s'applique de la même façon pour tout le monde. Donc, aux États-Unis, oui, il y a la notion de un athlète avec un talent exceptionnel, on va le traiter d'une façon différente que, mettons, un immigrant de catégorie économique. Là. Ouais, mais tout ce qui est sportif au Canada, c'est les mêmes délais. Donc, ça limite pas mal les cibles. C'est pas pour rien que la première annonce, c'est un joueur canadien. Oui, il jouait en Belgique, là, mais c'est un joueur canadien avec passeport canadien. Ça simplifie beaucoup la tâche pour Renard, je pense. Parce que là, je veux juste, avant de poursuivre, saluer Mathieu qui est là et qui nous salue via YouTube. Donc, t'es salué, Mathieu, bienvenue. Là, l'Impact va être démuni face à Olympia le 15 ou le 16, là, ça n'a pas l'air encore clair, décembre prochain, mais c'est quand même dans 2 semaines. Et ça sera pas facile. Donc, il faudrait un petit peu de renfort. Ça serait quoi les besoins de l'Impact pour cette... pas juste pour cette rencontre-là, mais pour l'avenir? Mm-hmm. Tu vois, ça, c'est une question qui fait pas l'unanimité dans la communauté IMFC, là, parce que c'est sûr que si tu veux une réponse évidente, c'est un numéro 9.
Ouais. Mais je veux dire, n'importe quelle équipe de MLS va te dire, j'ai besoin d'un numéro 9. Ils en veulent Même ceux qui sont avec un bon numéro 9 titulaire, ils vont te dire, ça me prend un numéro 9 remplaçant de qualité par rapport à celui que j'ai actuellement. Donc oui, la MLS, là, c'est une ligue qui va mettre tous ses sous sur des joueurs offensifs, des 9, des 10, là. Mais il y a toujours des besoins, comme là, Bassong, latéral gauche, qui vient se rajouter à Kiza. C'est un exemple. Est-ce qu'on sait, Amine, ou est-ce que tu as une opinion arrêtée là-dessus? Est-ce que Basson va devenir la doublure, si on veut, de Kiza, ou ça sera le contraire? Bon, logiquement, il va y avoir une bataille. Kiza, il va y avoir une bataille, c'est sûr. Les deux ont 21 ans. Les deux sont encore, comme on dit, des jeunes qui doivent faire leurs preuves en dehors de la ligue où est-ce qu'ils jouaient auparavant. Mais je me dis, Kiza, on a payé 180 000 pour aller le chercher. Bassong, on l'a eu gratuit avec un pourcentage de revente. Au cas qu'on le revend un jour, mettons en Europe ou un autre club en dehors de la MLS. Donc, je me dis que Kiza va avec une longueur d'avance. Après ça, je pense que ça va jouer sur le terrain. Si Bassong a une bonne pré-saison, puis qu'il démontre certaines choses qui sont supérieures à ce que Kiza démontre, ben c'est pas couler dans le béton que ça va être Kiza le titulaire. Ça va être à suivre de voir qu'est-ce qui va arriver avec cette bataille au poste de latéral gauche. Tu avais identifié 3 joueurs qui pourraient aider l'Impact de Montréal sur les réseaux sociaux, Amine. Bien sûr, il y a un gardien de but, si je me trompe pas, de Minnesota United qui pourrait intéresser l'Impact. Faut comprendre que dans un avenir rapproché, moi je pense, mon opinion personnelle, Clément Diop a fait le travail. Je pense qu'on peut le remercier, mais je suis pas certain qu'à long terme, il va demeurer avec l'Impact de Montréal. Et je suis pas certain non plus qu'il va pouvoir s'imprégner comme gardien numéro 1 dominant à travers le circuit de la MLS. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Puis c'est un sujet qui fait jaser un petit peu là parce que il y en a beaucoup qui disent Diop avec Pantémis, c'est un bon duo, je suis à l'aise avec ça. C'est un point de vue, mais d'un autre bord, il faut lire aussi entre les lignes. C'est-à-dire, quand on a posé la question à Diop par rapport à son avenir, il semblait mettre la pression sur l'Impact par rapport au fait qu'ils n'ont pas proposé de prolongation. Mais d'un autre point de vue, je peux comprendre Renard. C'est-à-dire, il n'y a rien cassé non plus. Il a fait une saison correcte. Oui. Ça, on peut pas lui enlever. Oui, il nous a sauvés de plusieurs buts. Il a fait des parades qui sont acrobatiques. Des fois, c'est un peu trop, là, trop de moutarde, comme on dit, là, mais c'est pas ça. C'est pas ça la question. La question, c'est, pour moi, un gardien qui a encaissé 36 buts dans une vingtaine de matchs peut pas avoir eu une excellente saison. Ça, c'est en partant. 36 buts pour Diop d'encaisser et 7 buts pour Pantémis en 3 matchs. Et ça fait 43 buts encaissés. Dans l'Est, tu as 3 équipes qui sont entre 20 et 22 buts encaissés. Donc oui, tout le monde va me sortir l'argument la défense l'a pas aidé, il y a eu des problèmes, ou il y a eu des blessures. Tout ça, on le sait. Mais Tim Melia, quand il a sorti les 3 pénaltys, il n'y a pas eu besoin de l'aide de personne. C'est parce qu'il est bon. C'est ça. Quand tu vois un Matt Turner sortir loin pour un corner pour aller cueillir un ballon, puis ça évite justement un coup de tête d'un attaquant adverse, ça, encore une fois, c'est juste parce qu'il est bon dans les airs. Donc, oui, il y a eu des éléments qui ont fait en sorte que on est rendu à 43 buts, que Diop a encaissé 36 buts cette saison, mais il y a une part de responsabilité. Donc, c'est pour ça que, à mon avis, si on réfléchit logiquement puis qu'on se dit, avant, on avait un trio Bush, Diop, Pantémis, puis là, on va être rendu avec Diop, Pantémis, Sirois. Est-ce qu'on s'améliore? Je pense pas. Non, à moins que on considère que Pantémis, avec les flashs qu'il a démontré, qu'il est prêt, mais je serais pas prêt à dire non plus qu'il est prêt. Il a quand même démontré des signes de nervosité. C'est parti un petit peu, pas à 100%, mais on peut pas dire qu'il était confortable totalement dans le dernier match, mettons, qu'il a joué. Mais la seule logique de dire qu'on est mieux avec un duo Pantémis avec Diop versus
avant on avait en plus Bush, c'est de dire que Pantemis va s'améliorer, va être meilleur l'année prochaine. Et là, c'est pour ça que j'avais proposé Ranjit Singh, mais dire il y a comme 3 autres gardiens qui sont sortis aussi. Ça reste que moi, ce qui est le plus important d'après moi, c'est de créer une bonne compétition. Que Diop soit pas trop confortable à dire je suis numéro 1, peu importe qu'est-ce qui arrive, Pantemis il va pas me déloger. Si tu rajoutes un 3e gardien qui soit compétent, bien sûr, ben je trouve que ça va amener une certaine dynamique meilleure que ce que ça a été après le départ de Bush. Là, je trouve que pas que les performances des gardiens étaient moins bonnes ou meilleures, c'est pas ça la question, mais ça manquait de compétition. C'est d'aller chercher une constance qui fait que c'est ça. S'il y a une compétitivité, il va y avoir une certaine constance parce que tous les gardiens vont vouloir se garder au sommet pour gagner leurs minutes. Exact. Je pense que oui. Arte William sur Twitter nous demande est-ce que Kyoto est notre 9 ou on le met à droite au milieu? Moi, je pense sincèrement que avec la signature qu'on vient de lui offrir de 2 ans, il va s'établir là présentement comme justement notre 9. Et il y a un ailier qui est quand même MVP en CPL. Qui fait partie de ta liste et qui pourrait venir donner un peu de renfort là, justement et de support à Kyoto en avant. Oui, tout à fait. C'est Marco Bustos, un ailier canadien d'origine chilienne. Il y a eu des rumeurs dernièrement comme quoi l'équipe nationale senior du Chili l'a contacté. Ça a fait jaser un peu dans les réseaux sociaux parce que certains disaient que c'est son agent qui essaye d'augmenter sa valeur. Mais bon, peu importe. C'est sûr qu'il fait partie des meilleurs joueurs de la CPL. C'est un ancien joueur de Vancouver Whitecaps. Fait que il y a déjà une certaine petite expérience, on va dire, en MLS, là. Et puis, écoute, c'est un joueur qui te coûtera pas cher. Ça rentre un peu dans la même catégorie que Bassong. Canadien, pas cher. Il vient remplir un besoin, une profondeur au niveau du poste d'ailier. Surtout qu'à part là, si Orji revient, il n'y en a pas beaucoup des ailiers avec la vitesse. Et c'est sûr que ça pourrait être une option. D'après moi, il y avait déjà eu une rumeur comme quoi Vancouver, en fait, qu'il y avait 2 équipes MLS intéressées à ce service. Mais par déduction, on avait pensé à Montréal puis Vancouver, mais à date, rien de confirmé, ça reste vraiment spéculation. Parce que pour l'instant, ce qui demeure spéculation aussi, Fouchard sur Twitter nous dit « Boyan est-il un must pour l'attaque de l'Impact? » Boyan est un must pour l'attaque de l'Impact s'il joue comme il a joué la dernière moitié de la saison. Mais je mettrais pas mes billes sur Boyan. Moi, je suis pas certain qu'on va le revoir dans l'uniforme de l'Impact. Il semble assez intéressé à s'exiler, je pense, Boyan. Là. Si l'offre est à la hauteur de ses attentes, ça m'étonnerait qu'on réussisse à le garder. Tout à fait. C'est sûr que de ce que j'ai entendu, l'entrevue de Vassili à TSN 690, il disait l'offre qu'on a faite à Boyan, on estime que c'est une offre fair pour l'âge qu'il a, la performance et la constance qu'il a démontré. Donc, je pense que l'offre qui est sur la table, c'est pas mal la meilleure offre que l'Impact a l'intention de faire à Boyan. Après ça, il y a une décision à prendre. Cette semaine, l'équipe doit reprendre l'entraînement. Oui. Soit qu'on obtient le OK du gouvernement du Québec pour la quarantaine modifiée, puis à ce moment-là, on peut commencer dès le lendemain. Soit au plus tard, ça commence le samedi. Fait que la seule chose que je me demande, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui mentionnaient que le Cannes Football Club notamment, que s'il arrive le match de Olympia, il jouera pas à part s'il a un contrat. Ce que je trouve extrêmement logique parce que tu vas risquer une blessure. Voilà, juste avant de signer avec possiblement un club européen, ça ferait pas de sens. Donc, je me dis que le deadline pour donner une réponse à l'Impact, c'est pas mal cette semaine. Ben oui. Sinon, si tu t'entraînes pas avec l'équipe, mettons tu signes de 12, le match est le 15, je vois pas l'intérêt non plus de te mettre sur la feuille de match. Non, c'est ça. T'auras pas la préparation tactique, les entraînements, etc. T'auras rien fait de tout ça. Donc, finalement, à part Boyan, il reste pas mal juste Orji puis Jackson qu'on sait pas s'ils vont être là.
Fait que c'est pas mal les 3 qui n'ont pas de contrat à date. On ne sait pas encore s'ils vont être là pour le match d'Olympia. Pour le reste, le choix va être limité, c'est sûr, avec toutes les options qui ont été déclinées. Oui, c'est ça, exactement. Ça va faire probablement un groupe en bas de 20 joueurs, là, à part si les 3 que je viens de te nommer acceptent de jouer le prochain match sans contrat pour Jackson et Orji, et probablement avec contrat si Bojan accepte. Un qui pourrait venir nous aider aussi, il faudrait éventuellement là, combler la perte de Rod Fanny. Je dis pas qu'il est déjà parti parce que de la façon qu'Olivier Renard en parlait, il y a peut-être une certaine ouverture de la part de l'Impact de Montréal à lui maintenir un certain rôle, dépendamment du contrat qu'il voudrait avoir. Mais on pourrait ajouter donc des forces en défensive. On a perdu Corrales, on a perdu Raitala. C'est sûr qu'il y a un Kiza qui arrive, qui débarque. Mais Josh Bauer, défenseur au Super Draft, pourrait être une belle ajout aussi dans ta liste, là. Oui, mais ça va dépendre de qu'est-ce qui va arriver au Super Draft parce qu'on est au 11e rang pour le Super Draft cette année en première ronde. Donc, de ce que je lis, Bauer, ça va être un choix de première ronde. Est-ce que au moment que l'Impact va choisir, il va toujours être disponible ou pas, ça reste à voir. Mais la question que je me pose, c'est parce qu'il y a eu des coupures chez l'Impact, puis une des coupures, ça a été le recruteur, c'est Kevin Antunes, qui a été coupé pendant la pandémie. Donc, je me demande même si l'équipe a fait du scouting au niveau de la NCAA. Est-ce que, en fait, qui était présent? Il y avait un combine à Kansas City il y a quelques jours, là, je dirais il y a 2 semaines à peu près. De ce que j'ai lu, chaque équipe de la MLS avait un représentant. Qui était là-bas? Est-ce que c'était Vassili? Est-ce que c'était le recruteur qui reste présentement dans l'équipe de l'Impact? J'en ai aucune espèce d'idée. Mais dans les dernières années, on a beaucoup négligé le Super Draft. Puis l'an passé, on avait je pense le 9e choix overall. Puis le Canadien Alistair Johnson était disponible. On a décidé de choisir un autre latéral droit, Jeremy Kelly, pour après ça l'échanger à Colorado contre l'Argentin. Donc ça prouve que l'équipe ne considérait pas que Johnson aurait pu être une bonne solution. Et pourtant, il est titulaire avec Nashville. Nashville a fait une bonne saison. Ils sont allés assez loin quand même en série, même si là, ils sont éliminés. Là. Mais je veux dire, ça aurait pu être, si la décision aurait été autre, on aurait probablement eu déjà de la profondeur au poste de latéral droit. Ça aurait fait un duo Broguillard avec Alistair Johnson. Et là, il a pas prouvé grand-chose cette année. Et que pas beaucoup de profondeur à ce poste-là, malheureusement. Non, c'est ça. Tiek qui nous dit Olivier Giroud. On l'entend souvent revenir, lui, puis Hatem Ben Arfa. Mais je pense pas que ce soit dans les moyens ou dans les plans à court terme de Olivier Renard pour la prochaine saison. Il y a beaucoup de formations aujourd'hui, Amine, qui ont sorti la liste des joueurs qu'il allait protéger, non protéger, un peu comme l'Impact l'a fait là, la semaine dernière. Il y a eu quelques surprises, entre autres, surprises. Piatti qui a été annoncé comme ne fera pas partie de l'effectif de Toronto la saison prochaine. Il y a du côté de Vancouver des joueurs également qui ont été annoncés. Je pense que le DC a fait ses annonces, le Red Bull. Bref, il y en a quelques-uns et j'ai pas eu le temps de tout suivre aujourd'hui. Est-ce que il y a des joueurs là-dedans qui seraient susceptibles d'améliorer le sort de l'Impact de Montréal? Bon, dur à dire parce que, comme tu dis, c'est pas toutes les listes qui sont sorties. J'en ai lu quelques-unes. Ça a l'air que le nom de Felipe Martins, l'ancien de l'Impact, il sort souvent, mais il revient d'une grave blessure. Je suis pas certain que c'est une bonne idée de le ramener. Mais après ça, il y a toujours des joueurs intéressants. Comme par exemple, toi, tu parlais de Pablo Piatti. Probablement la raison pourquoi que Toronto l'ont pas gardé, c'est parce qu'un peu comme Bojan, l'option de son contrat TAM actuel qui est dans les alentours de 1,6 million, c'était une option pour devenir joueur désigné. Donc, c'est logique que Toronto n'était pas intéressé à augmenter son salaire vu ses performances, là.
Par contre, il va être disponible au MLS Re-Entry Draft. Le Re-Entry Draft, tu as 2 étapes. La première étape, c'est qu'on le propose à toutes les équipes. Si une équipe est prête à prendre son année d'option que Toronto vient de décliner, tel quel, sans négociation, il faut qu'ils prennent ce qu'il y avait sur papier. Voilà. Alors, ils peuvent le prendre au Stage 1, mais ce que je pense qu'il va plus probablement ou possiblement se passer dans son cas, c'est qu'au Stage 2, le deuxième partie du Re-Entry Draft, il va pouvoir être sélectionné par une autre équipe. Et à ce moment-là, ils vont pouvoir lui faire ce qu'on appelle une offre raisonnable. Ils appellent ça bona fide offer, mais c'est ça. C'est peut-être un type de joueur qui peut être intéressant, mais encore une fois, avec un bémol, c'est un joueur international qui prend un spot international. On reste une équipe canadienne avec plus limité au niveau la possibilité d'avoir de la résidence permanente, là. Fait que c'est sûr que il n'y a pas tant de joueurs, je te dirais, qui ont l'air ultra intéressants, mais la moitié ou peut-être plus que la moitié des listes sont pas encore sorties. Est-ce que l'Impact de Montréal a pas une façon, mais peut ajouter des joueurs sur sa liste de joueurs disponibles pour le match face à Olympia en Ligue des Champions, où la liste qui avait été soumise au départ devra rester telle quelle? Justement, j'ai eu une conversation avec Frédéric Laure sur les réseaux sociaux tantôt. Oui. Puis ça restait flou parce que en écoutant l'entrevue de Renard puis celle de Vassili, ça a l'air qu'il travaille avec la Ligue pour justement pouvoir rajouter des joueurs. Est-ce que, par exemple, il pourrait rajouter un joueur comme Bassong? On ne sait pas. Est-ce qu'il pourrait rajouter, je te donne un exemple, s'ils ont signé un joueur de l'académie, puis ils l'annoncent dans 2 jours, ils reprennent l'entraînement dans 2 jours, est-ce que ce nouveau jeune serait éligible pour la CONCACAF Champions League? À date, ils n'ont pas encore le OK, ça c'est sûr. Okay. Ils sont en train de travailler là-dessus pour pouvoir augmenter la liste actuelle. Parce que la liste actuelle, c'est tous les joueurs qui ont joué avec l'Impact en 2020. Et donc, incluant Moustapha Kiza. Incluant Moustapha Kiza, oui, tout à fait. Fait qu'au moins, il y a ça. Là. Donc, oui. Il va rester à voir quel joueur parmi les groupes de ceux qui ne sont pas retenus à venir jusqu'à maintenant pour l'Impact seront disponibles pour cette rencontre-là. Et ça sera pas un match facile de toute façon, Amine, parce que Olympia connaît toute une saison. Là. Exact. Ils sont sur vraiment une bonne belle lancée. Séquence. Ils n'arrêtent pas de gagner. Donc, c'est sûr que niveau confiance, ça va être dur à battre. Surtout que eux, ils jouent quelques jours avant le match du 16 décembre. Donc, mettons qu'ils vont être plus en jambes que nous autres. On va être de retour pour 12 jours d'entraînement. Fait qu'on aura maximum peut-être 2 semaines au gros max peut-être d'entraînement à Montréal avant de se diriger vers Orlando. Tandis que les autres, ils jouent jusqu'à quelques jours avant le match, là. Fait que, oui, ça va pas être facile, surtout qu'on perd déjà 2-1. Donc, même une victoire 1-0, ça nous qualifierait pas au prochain tour. Faut qu'on marque un minimum de 2 buts. Donc, c'est ça qui va être difficile, surtout que, offensivement, si on enlève Jackson, Orly et Boyan, il reste plus grand-chose. T'as juste Toy puis Kyoto. C'est ça, parce que Urruti est blessé. Exact. Fait que Lassie aussi. Oui. Balou, c'est pas clair. Balou, Vassili a mentionné qu'il s'est blessé et reblessé 3 fois cette année. C'est ça, donc on ne sait pas sur son état de santé. On ne sait pas s'il est rétabli ou pas. Excellent. Mais, c'est ça. Il faudrait. Si vraiment il est rétabli, on n'aura pas le choix que de penser à l'utiliser parce qu'il y a 0 profondeur. C'est sûr, c'est ça. Voilà. À la limite, on va avoir un 11 partant, mais on n'aura pas grand changement pour amener de la profondeur. C'est ce qui risque d'arriver. Alors là-dessus, je te remercie, Amine. Avec plaisir. Et si on veut te suivre donc sur Twitter, c'est @Amine514, si je ne me trompe pas. Amine Sabri 514, c'est bien ça. Oui. Excellent. Fait que merci d'avoir été avec nous, Amine. OK, merci à toi, Jeff. Merci, bye-bye. Bye.
C'était donc Amine qui était là avec moi ce soir dans le podcast BBN du 30 novembre 2020 pour poursuivre l'édition de ce soir. On va regarder ce qui s'est passé dans les matchs du week-end. Juste avant, je vais retourner faire un petit tour à vos commentaires. Tiek qui nous dit Joël Sonora également qui serait disponible pour aider l'Impact. Il y en a plein de joueurs qui seraient difficiles. Reste à voir si on est prêt du côté de l'Impact à payer le prix. Hein. Il semble qu'il y a beaucoup de demandes pour Boyan. Donc, il faudra voir si l'Impact pourrait, sans parler là, de transactions favorables, mais si on pourrait trouver mieux au même prix. Faudra voir Kyoto, on sait que c'est réglé, donc ça, c'est une bonne chose. On va se parler des transferts, de la valeur des transferts et de la valeur des joueurs qui arrivent également. Ça, c'est important. Et est-ce que pour gagner, il faut des DP? Absolument. On sait qu'il y a plusieurs équipes qui sont en série présentement qui possèdent plusieurs DP dans leur formation, au moins 3 en tout cas. Et c'est pas le cas là, de l'Impact de Montréal. Donc, faudra voir exactement si c'est un gage de succès. Et on va s'en parler un petit peu plus tard dans le podcast cette semaine. On va se jaser pour le reste du podcast des matchs donc qui ont pris part en fin de semaine. Les Revs qui sont finalistes dans l'Est. Le Crew de Columbus également finaliste dans l'Est. Donc, restez là. Dans une minute, on embarque là-dessus. Finaliste donc dans l'Est, le Crew de Columbus. On va s'arrêter pour parler de ça. Crew de Columbus qui était affecté un peu par la COVID pour cette rencontre-là. On sait qu'il y avait 7 joueurs qui étaient absents. Principalement, vous me direz, des joueurs de soutien. Mais il y avait quand même le gardien de but numéro 1 du Crew de Columbus qui était sur cette liste. Un match, si vous l'avez regardé, du côté de TVA Sport. Un match qui n'a pas été le plus endiablé. Un match où on s'est attendu presque toute la game. Un match où on s'est évalué presque toute la rencontre. Et un match où, surtout, les deux entraîneurs ont été très, très patients pour voir évoluer justement le jeu de l'adversaire. Ça a donné un match un peu terne, on va se le dire. Et Nashville ont eu, selon moi, les meilleures occasions de marquer. Malgré tout, le Crew de Columbus passe en finale dans l'Est. Possession partagée, tir partagé, 17 lancés de chaque côté. Mais Nashville n'a quand même pas à rougir de sa performance. Nashville est un club d'expansion qui arrive cette année et qui doit construire avec la réalité d'un club d'expansion. Donc, très peu de gens donnaient long feu à Nashville. Il y en a plusieurs qui les freinaient directement à l'Inter de Miami, qui avaient investi énormément d'argent cette saison pour connaître du succès. Malheureusement pour eux, Nashville aura eu les dessus. Mais Nashville, c'est quand même Zimmerman, c'est quand même McCarthy, c'est quand même Eliel, c'est quand même Mokhtar qui forme donc une excellente formation en devenir. Il va manquer un peu de renfort également, un peu à l'instar de
l'Impact de Montréal qui est en train de se reconstruire ou de construire quelque chose de plus profond que ce qui nous avait habitués dans le passé. Mais certes, on a vu deux formations plutôt défensives qui ont observé ce qui s'était passé. Fallait attendre les arrêts de jeu pour voir l'issue de ce match. Pas les arrêts de jeu, mais le temps supplémentaire. Alors que le Crew de Columbus s'impose 2 fois plutôt qu'une. Et fait important à remarquer, quand je vous ai dit qu'on s'est analysé, qu'on s'est regardé, qu'on s'est évalué, qu'on a été patient, ces 2 buts qui proviennent un peu, si on veut l'appeler comme ça, sur une contre-attaque. Donc, c'est pas 2 buts de construction. Ça, c'est certain. Et quoi qu'il en soit, donc, le Crew de Columbus qui passe en finale et affrontera les Revs de la Nouvelle-Angleterre dans l'Est. Et cette rencontre-là, à mes yeux, à moi, on va être franc, c'est pas les Revs qui l'ont gagné, malgré des belles performances de Gill, malgré 2 buts de Gustave Aubout, qui avait été le maître d'œuvre dans la défaite de l'Impact de Montréal, qui a encore joué un rôle important, Bout, en clouant, entre autres, le cercueil des Lions à la 86e minute de jeu. Mais ce que je retiens de cette rencontre-là, c'est que Orlando a tout fait sauf gagner dans ce match-là. Et quand je regarde les statistiques de cette rencontre-là, les Lions ont dominé la possession, ont dominé les tirs, ont dominé les corners, ont dominé les passes, ont dominé les duels gagnés. Ils ont donc tout fait sauf gagner et ils ont, par le fait même, automatiquement couru à leur perte. Donc, je dirais pas que les Revs ont gagné cette rencontre-là, je dirais que Orlando s'est incliné dans ce match-là. Pereira, à la 60e minute de jeu, qui prend un rouge complètement inutile, un geste dangereux qui aurait pu blesser un joueur avec cette cramponnade sur le mollet. Nani, joueur qui devrait, dans les circonstances, avec son statut, être un homme des grandes occasions. Les grands joueurs réussissent à s'imposer dans les grands moments et Nani, à la 74e minute de jeu, manque un penalty et il peut pas, avec son statut, manquer ce genre d'occasion de ramener sa formation dans le portrait du match et donner une chance à sa formation de l'emporter. Donc, c'est deux joueurs importants, Pereira et Nani, qui croulent Orlando. Défaite donc de 3-1 face aux Revs de la Nouvelle-Angleterre. En terminant le podcast de ce soir, je veux qu'on revienne sur le line-up de la semaine. Plusieurs clubs ont commencé à faire connaître leur liste de joueurs qui allaient être signés ou que les ententes n'allaient pas être reconduites. Donc, on va analyser tout ça fort possiblement demain soir. Maxi Urruti, blessé, on l'a vu, a été opéré du côté de l'Argentine, devrait être de retour à temps pour le camp d'entraînement de l'Impact en vue de la prochaine saison MLS. On va se parler également cette semaine de cette situation des DP avec l'Impact de Montréal. On sait que plusieurs aimeraient voir des joueurs vedettes arriver dans le giron de l'Impact. Est-ce que c'est un gage de succès? Est-ce que ça ne l'est pas? Faudra analyser ça comme il faut parce que bien qu'il y ait plusieurs formations présentement qui ont des DP au sein de leur alignement et qui sont encore en série, il y en a plusieurs également qui sont éliminés et qui ont sorti des gros salaires, des gros frais de transfert, qui ont plusieurs DP, mais qui n'ont pas connu le succès. Je pense entre autres au LA Galaxy, je pense à Atlanta United, plus près de nous. On peut parler de Toronto FC également, qui est un peu dans la même situation. Bref, on va regarder tout ça. 6 décembre, 15h, la finale dans l'Est. On va suivre ça avec attention pour vous, alors que les Revs affronteront le Crew de
Columbus. On va regarder tout ça cette semaine. L'expansion également, va falloir commencer à en parler puisque ça s'en vient et il faudra voir qui sera protégé, qui ne le sera pas chez l'Impact de Montréal. Beaucoup de spéculations encore entourant tout ça. Bref, les sujets manquent pas et pour garnir tout ça, je vais vous inviter à venir visiter le www.bbnmedia.com. On a mis la nouvelle plateforme en ligne. Elle est là, elle est arrivée. Une refonte complète du site Internet donc de la station. Et tout au long de la semaine, on va commencer à garnir le site donc de plusieurs éléments. On s'en vient avec une formule d'abonnement, je vous le cacherai pas. On s'en vient également avec une certaine interactivité avec l'auditoire. Bref, une plateforme qui sera sans aucun doute 2.0 et une plateforme que vous pourrez convertir également en application mobile. Donc, vous aurez l'application BBN Media qui vous apportera sur la plateforme officielle de la station. Regardez comme c'est cute. Ça va être de toute beauté. On va avoir la plateforme de prédilection pour entretenir notre passion partagée avec vous de l'Impact de Montréal. Donc là-dessus, je tire la plug pour ce soir et je vous donne rendez-vous demain soir 20h pour une nouvelle édition de votre podcast BBN à BBN Media.